Et bonsoir à tous et merci d'être venus, merci de nous rejoindre une fois de plus sur le Twitch de Génération Z. Nous sommes ce soir avec Benjamin Cauchy qui a accepté un entretien avec nous pour discuter de son parcours, de discuter un peu du paysage politique et évidemment de la candidature d'Éric Zemmour. Alors, dans un premier temps, j'invite ceux qui sont là et qui nous ont rejoints à tout simplement suivre la chaîne Twitch euh, pour avoir les notifications à l'avenir, de nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui, je pense, vont être diffusés, enfin qui vont être, je pense, postés par un modérateur si c'est possible. Les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, TikTok et compagnie. Évidemment, nous rejoindre sur le site génération-zemmour.fr. Et voilà, son vidéo nickel. Merci pour le retour, Corsinu, toujours, toujours présent. Et on va pouvoir commencer tout simplement par l'entretien. Donc, bonjour Benjamin Cauchy. Bonjour et bonsoir à toutes et tous. Bonsoir GZ. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes que des GZ ce soir, mais en tout cas, merci de votre invitation. Des GZ ou des sympathisants évidemment. Merci d'être là. J'espère que tu vas bien. Il fait pas trop chaud à Paris, tout va bien. Donc, là, Nickel. honnêtement, je crève de chaud, mais tout va bien, j'ai le Ouais, moral, bon donc ça ça va. va. Oui, On va pas se plaindre. Ça c'est va. l'apparence qui compte finalement. Donc tout va Voilà. bien. Donc bon alors pour ceux qui te connaîtraient pas, je peux te demander tout simplement une question un peu basique de te présenter. Ok, donc bah, écoute, Benjamin Cauchy, 41 ans. Je suis auto-entrepreneur. Je fais du conseil en com et puis également je représente une entreprise qui promeut le Made in France. Et puis par ailleurs, je chronique régulièrement sur RMC. Je l'ai fait sur CNews pendant la dernière saison. Et depuis quelques semaines sur RMC et ponctuellement à partir de la rentrée sur la chaîne préférée des Patriotes, BFM. Ok. Voilà, La j'avais que chaîne des cette fallait. patriotes. La chaîne des patriotes, évidemment. Alors du coup, là, tu nous as parlé un petit peu de ton parcours professionnel, mais on t'est aussi connu comme une personnalité de politique. Donc Oui, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours politique, des origines vraiment, hein, tu peux partir vraiment de ton ouais. expérience d'élu ou autre à finalement aujourd'hui. Ok, bah alors écoute, ma première immersion dans le monde politique, c'était à l'âge de 17 ans, lorsque le président Chirac avait annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Je crois que c'était le 21 avril 2017 de mémoire. Le lendemain, j'ai pris ma carte au RPR. Parce qu'il était hors de question pour moi. Peut-être les cours d'éco que j'avais déjà au lycée m'interpellaient. Je me disais qu'il était hors de question que la gauche arrive à Matignon et arrive à l'Assemblée nationale. Donc j'ai pris ma carte au RPR en 1997, donc tu vois, ça fait 24 ans déjà. Et puis dès 2001, j'ai été élu dans mon village d'enfance, un petit village de 1000 habitants au cœur de la Picardie, enfin des Hauts-de-France, comme on dit maintenant, dans l'Aisne, petit village qui s'appelle Mont-Saint-Lanois, voilà, qui est très joli. Et donc j'y étais conseiller municipal. Et en 2008, j'ai été élu conseiller délégué au contrat de ville et aux centres sociaux dans la ville de Laon, la ville préfecture du département de l'Aisne. Voilà. Donc ça, c'était mon parcours d'élu. Mhm. Je suis parti vivre aux Antilles pendant un an en Guadeloupe, donc j'ai cessé toute activité politique. Je me suis occupé de mes deux garçons, de ma carrière professionnelle, et puis j'avais un peu tout lâché, honnêtement, entre 2012 et 2018, j'avais vraiment tout lâché. Je regardais toujours la politique avec un intérêt. Il y avait toujours l'œil qui brillait quand il y avait un intervenant politique à la télévision. J'ai toujours été assidu à la vie politique. Même d'ailleurs, quand j'étais gamin, quand j'étais gosse, je regardais les questions au gouvernement quand j'avais 10 ans, le mercredi après-midi. Mes parents me prenaient pour un dingue. Mais bon, voilà, j'ai toujours été accroché. Ça m'a toujours interpellé de savoir qui régulait, qui gérait notre quotidien. En fait. Voilà, ça m'a toujours interpellé. Donc c'est pour ça que je me suis engagé en politique. En fait, c'est parce que je ne voulais pas que quelqu'un qui n'ait pas les mêmes idées que moi vienne m'imposer ma manière de vivre, ma manière de penser. Et puis en 2018, vraiment le hasard total, je surfais sur Facebook début octobre 2018, je surfais sur Facebook. Il y avait un groupe Facebook toulousain qui commençait à monter par rapport à ce projet de taxe carbone que Édouard Philippe, à l'époque Premier ministre, voulait mettre en place.
Et de fil en aiguille, eh bien, je suis devenu modérateur du groupe, puis administrateur de ce groupe qui prenait 1 500 nouveaux suiveurs, nouveaux followers tous les jours. Et c'est comme ça qu'a commencé l'histoire des Gilets jaunes, en fait. Voilà. D'accord, très bien. Donc au final, tu es un peu, oui, c'est ça, quand tu disais, je reprenais tout à l'heure tes propos, sur, ton passage chez Laurent Ruquier, dans On n'est pas couché. Tu disais du coup Ouais, gilet jaune un peu dès la première heure. Donc au final, ouais. c'était, tu étais vraiment sur les groupes Facebook au moment, vraiment, quand on parlait justement de cette, taxe carbone, je crois. Donc c'était vraiment un peu à Ouais. l'origine, en tout cas, tu fais partie des membres originels des gilets jaunes, quoi. Oui, alors, en fait, enfin, je je suis un des millions de gilets jaunes, en fait. Oui, 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 J'ai, évidemment, aucune évidemment. Non, mais ça, je tiens à le préciser parce que c'est vrai que les médias et même toi dans l'annonce, que tu as faite, sur les Oui, réseaux sociaux, tu as marqué, porte-parole des gilets jaunes. Bah, en fait non, il y avait peut-être, 3 millions de gilets jaunes en France, il y a eu, 3 millions de porte-parole des gilets jaunes. oui, oui, oui. Ça, je tiens vraiment à le préciser parce qu'il n'y a jamais eu, aucune verticalité dans ce mouvement, à mon grand regret, parce que là, je pense qu'on aurait pu faire changer les choses. Donc voilà, donc je n'ai été que le porte-parole de mes convictions qui étaient partagées par de nombreuses personnes, mais pour le coup, sans véritable légitimité, si tu veux. Ce sont les médias qui, à l'époque, en 2018, ont choisi des visages de différents profils. Donc moi, bah oui, je suis gaulliste, gaulliste de droite. J'étais cadre dans l'assurance, classe moyenne, dans la banlieue de Toulouse, le pavillon, la petite famille qui va bien. Enfin, bah, tu vois le stéréotype. Et il y avait Mmh. également d'autres gilets jaunes. Il y avait des routiers, comme Éric Drouet, il y avait Jérôme Rodriguez, je n'ai jamais trop compris ce qu'il faisait. Il y avait Ingrid Levavasseur qui était infirmière. Bon, bref, si tu veux, le mouvement des Gilets jaunes était tellement impalpable pour les médias qu'ils ont décidé de personnifier le mouvement des Gilets jaunes. Et bah, j'ai fait partie de ces personnes qui ont été identifiées. Et effectivement, j'ai eu le malheur ou le bonheur pour d'autres de réveiller les Français très régulièrement le matin parce que BFM me sollicitait très, 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 très régulièrement. Et donc, c'est comme ça que j'ai été une des figures, voilà, une des figures des Gilets jaunes. Ça a démarré comme ça. Et quand je dis que c'est de la première heure, Jean, c'est parce que entre les revendications qu'on a défendues au début et les raisons pour lesquelles je me suis lancé dans ce mouvement, Mmh. c'était plutôt un ras-le-bol fiscal, un sentiment d'injustice sociale, un sentiment de déclassement, c'est-à-dire que lorsqu'on travaille, parfois on a moins de pouvoir d'achat que quelqu'un qui ne travaille pas. Je ne parle pas de salaire, hein, je parle de pouvoir Oui, d'achat. oui, Et c'était évidemment. vraiment tout cela qu'on dénonçait. C'était le fait de dire qu'on allait encore taper sur les automobilistes, encore taper sur les contribuables, alors que finalement il y avait des gabegies extraordinaires dans notre pays. Alors je ne parle pas des ponts qui servent à rien, des infrastructures routières qui ne servent à rien, des autoroutes qui ne servent à rien par certains endroits. Je pense notamment dans le sud-ouest, entre Pau et Mont-de-Marsan, par exemple, il y a des autoroutes qui servent à rien, ce sont des milliards d'euros de dépensés. Et j'avais notamment dénoncé sur les bons conseils de Charles Prats, qui est une connaissance de longue date, parce que j'ai aussi œuvré à l'Uni dans ma toute jeunesse, qui m'avait aiguillé là-dessus sur la fraude à la carte vitale et les fraudes sociales. Donc voilà, si tu veux, c'est ça qui m'a motivé au départ, c'était de dire, allez, on va en profiter, on a une opposition qui est complètement sidérée par la défaite de 2017. Emmanuel Macron est en train de marcher sur l'eau ou d'ouvrir l'eau un peu comme Moïse, il n'y a pas d'opposition, il faut y aller. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans le mouvement des Gilets jaunes. Et quand je dis première heure, c'est parce que moi, la sixième République, ça me passe carrément au-dessus de la casquette. Le Ouais. référendum d'initiative citoyenne, c'était pas un sujet au départ. C'était vraiment un ras-le-bol fiscal. Certains pourraient Mmh nous mh. traiter de jacquerie poujadis ou de choses comme ça. À la limite, moi, j'en accepte, le titre parce qu'effectivement, c'était vraiment un ras-le-bol fiscal au départ. Donc, quand je dis gilet jaune de la première heure, c'était certainement pas pour aller faire copain-copain avec Mélenchon sur les ronds-points. Oui, c'est sûr, c'est quand tu dis, Voilà. 1re heure, c'est vraiment les gilets jaunes qui n'ont pas été noyautés, par la France insoumise et l'extrême gauche au final aujourd'hui, qui revendique, Ah, complètement, ouais. évidemment le SMIC à 2 000 balles et la sixième République. Donc Et demain, on reste gratis. Ouais, c'est un peu, tu voilà, vois, ça n'a ouais, pas ça trop changé entre le PS des années 90 et la France insoumise. Et c'est vrai, quand tu dis noyauté, finalement, le mouvement des Gilets jaunes a été rapidement noyauté. Dès le deuxième ou troisième samedi, on a vu arriver des CGTistes, ouais. nouveau parti anticapitaliste, Syndicat Sud, la France insoumise, le Mmh Parti mh. communiste. Ils sont arrivés, ils ont fait de l'entrisme sur les ronds-points parce que le premier samedi, c'était pas là, hein.
Ils étaient pas là Ouais. le 1er samedi. Les gauchos, ils étaient au chaud et donc ils sont arrivés, ils ont fait de l'entrisme, ils ont commencé à s'installer sur les péages, sur les ronds-points et à distiller leur histoire de 6e République, et voilà. C'est comme ça que finalement le mouvement des gilets jaunes a été, galvaudé. Bon, on ira plus loin après dans l'histoire des gilets jaunes si tu veux, mais bon voilà, c'était une des raisons pour lesquelles il y a déjà eu, dès le début, la faillite du mouvement avant qu'il démarre vraiment. Mmh. Oui, ouais, je me doute. Ça et puis le manque de verticalité évidemment. Alors pour te Absolument. rassurer, j'ai deux trois personnes dans le chat de Twitch qui disent qu'ils ont également passé leur mercredi après-midi à regarder les questions au gouvernement, donc tu n'es pas seul, tout va bien, tu Nous peux te étions rassurer. 4 téléspectateurs alors, c'est Voilà, ça? bravo, bravo à vous 4. Et donc on peut aussi parler de ton passage chez, Debout la France, Oui. puisque tu y as fait un passage, tu es parti en décembre, c'est ce qui me semble. Oui, Ouais. c'est bien en décembre dernier. Donc est-ce que Mmh. tu peux un petit peu nous parler de Debout la France et de ce passage, voilà? Ouais. Et puis les raisons pour lesquelles j'ai rejoint Debout la France à Ouais. l'époque, c'est que, durant cette crise des gilets jaunes, comprenant qu'il n'y aurait pas de verticalité et heu, pas d'issue politique, c'est-à-dire que dénonçant toujours depuis le début, tout acte de violence contre les biens et les personnes, j'ai jamais supporté qu'on puisse taper sur un flic, j'ai jamais pu supporter que Castaner demande au CRS de répondre à des violences, contre les gilets jaunes qui pour certains, pour quasi-unanimité, n'avaient rien fait, étaient pacifiques. J'ai toujours dénoncé cette violence de part et d'autre. Euh, je voulais qu'il y ait une verticalité dans ce mouvement des Gilets jaunes et que finalement nos revendications, pour être audibles, entendues et défendables, elles puissent être incarnées, alors pas forcément par moi, j'en avais rien à faire, mais en tout cas qu'il y ait des gens qui portent de façon structurée, pour être rassurant auprès de l'opinion publique, les convictions que défendaient les Gilets jaunes. Et j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, Benjamin, profite de cette surmédiatisation, parce que c'est vrai que ça a été extrêmement violent finalement, y compris pour moi. Je me suis pas levé un matin en me disant, tiens, super, je vais me faire 200 passages télé entre le 17 novembre et le 20 décembre, parce que 2018, Oui. parce que ça a été ça. Je me suis dit, ça serait dommage de gâcher ça. Et donc, j'ai échangé avec beaucoup de personnalités politiques qui sont venues vers moi. Je pense notamment à Julien Aubert, avec qui j'ai toujours gardé depuis de très bons contacts, avec, Bruno Retailleau également, avec qui j'ai toujours des bons contacts, et puis Nicolas Dupont-Aignan, que j'avais rencontré assez rapidement. Alors Julien Aubert, pour Euh, rappeler un petit peu, qui est une oui, figure, alors Julien souverainiste Aubert des est le président de, Républicains, de voilà, Oser la donc il est chez les France, ouais. Républicains et c'est le président d'Oser la France, et Bruno Retailleau, c'est le président de Force républicaine. C'est ça. Voilà, donc j'ai toujours échangé avec eux, j'échange toujours aujourd'hui avec eux. Et Nicolas Dupont-Aignan me dit, bah, écoute Benjamin, les revendications originelles des Gilets jaunes, que sont ce matraquage fiscal, ce racket des autoroutes, cette aspiration à plus de démocratie par la mise en place de référendums, c'est ce que je défends depuis toujours, c'est vrai, puisque dès 2012, il le défendait dans son programme des présidentielles. Il m'a dit, écoute Benjamin, si tu veux faire un bout de chemin avec moi, je te propose d'être le porte-parole de la campagne des européennes. Pour Debout la France. Bon, j'ai accepté, évidemment. Alors, je dis évidemment parce que pour moi, c'était un aboutissement logique, si tu veux, entre les revendications que je pouvais porter depuis des mois et des mois. Et donc, voilà, donc je suis resté aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan et de Debout la France entre 21 mars 2019 et le 4 ou 5 décembre de l'année dernière. Voilà, donc ça a été une belle aventure. Très intéressante parce que finalement j'ai découvert ce qu'était le monde politique de l'intérieur, Mmh. euh, la manière dont les médias se comportaient avec les politiques, la manière dont les politiques, au-delà des postures qu'ils pouvaient avoir, comment ils se comportaient entre eux, c'est-à-dire entre leaders de partis politiques. Donc moi ce que je retiens c'est beaucoup d'expérience, et puis de la maturité politique aussi, entre les souvenirs que j'avais de jeunes conseillers municipaux ou mes aspirations idéalistes en étant à l'Uni à la fin des années 90, j'ai découvert un autre monde en fait. Donc je retiens beaucoup d'expérience euh, et je retiens aussi la violence du monde politique. La violence du monde politique, notamment parce qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui n'ont pas compris pourquoi j'étais rentré en politique. Parce que pour eux, être un gilet jaune, c'était être anonyme. Être un gilet jaune, c'était ne pas avoir une tête qui dépasse de l'autre. Et beaucoup de gilets jaunes pensent que tous les politiques sont pourris. Et moi, mon idée, c'était de dire, bah, s'ils sont tous pourris, eh ben, c'est pas grave. Il y a deux solutions. Soit on les renverse par la violence, mais ça, je le dénonce toujours, ou alors on va les remplacer. Et pour les remplacer, eh ben, on se présente aux élections et on y va. Et c'est pour ça que je me suis lancé avec Debout la France durant un an et demi.
D'accord, donc ça permet un petit peu de clarifier parce que c'est vrai que c'était pas forcément clair pour tout le monde. Mmh. Il y a des notamment parce qu'on a pu dénoncer, en tout cas il y a pas mal de personnalités, enfin en tout cas de gilets jaunes ou même autres, personnes qui ont pu dénoncer un petit peu une espèce de forme de récupération, donc qui a pu se faire de la part de la France insoumise, mais on a aussi dénoncé Mmh. forcément une «récupération» entre guillemets, même si, à mon sens, je pense qu'elle est plus légitime puisqu'elle répond un petit peu plus aux attentes des gilets jaunes, de la part d'autres partis, typiquement le Rassemblement Mmh. national à l'époque ou, enfin je sais pas, ouais, c'était déjà Rassemblement national? Je crois que oui. Le Rassemblement national à l'époque ou Debout la France. Mais Mmh. du coup, toi, tu es rentré à Debout la France après l'expérience gilets jaunes. Tu n'es pas arrivé, parmi les gilets jaunes en étant déjà mandaté par Debout la France avec un but, comment dire? De noyauter le Non, non, pas mouvement ou du ce genre de tout. choses. Non, non, que les choses soient claires. Je suis pas un véreux politicien qui est rentré dans le mouvement des gilets jaunes pour le noyauter. Je suis plutôt un citoyen, en colère à l'époque, toujours en colère d'ailleurs, hein, ça ne changera Mmh. pas. Je ne sais pas si un jour je serai apaisé, mais plus sérieusement, un citoyen en colère qui, au sein du mouvement des gilets jaunes, voulait porter des convictions. Et je me suis dit: «Ben voilà, c'est pas le politique qui noyote les gilets jaunes, ce sont les gilets jaunes qui doivent noyauter le monde politique parce que nous ne sommes pas satisfaits de nos élus, parce que nous ne sommes pas satisfaits des mesures qu'ils prennent». Eh bien, dans ces cas-là, soit on se plaint, soit on agit. Et donc moi, je me suis dit: «Bah, je vais agir en rentrant dans ce monde politique». Et donc je ne suis pas un politicien qui est rentré chez les gilets jaunes, mais plutôt un gilet jaune qui est rentré chez les politiciens. D'accord. Bon, bah, Voilà. c'était un beau parcours, c'est original en tout cas. Bah, Heu, je sais pas si c'est original, mais ça me permet de remettre les points sur les i, parce que c'est vrai oui, que oui. depuis, 2 ans et demi, 3 ans, on me dit: «Ouais, le Cauchy, l'opportuniste, Cauchy, c'était un politicard, patati patata». Je vais quand même pas m'excuser d'avoir eu un engagement civique avant. Je pense pas que pour être un gilet jaune légitime, il faut être quelqu'un qui, regarde uniquement la télévision et fait rien de sa Ouais. vie et ne souhaite pas avoir un engagement civique. Pour moi, c'est n'importe quoi. Il y a des centaines de milliers de Français. On a eu quand même jusqu'à 72%, soit pardon, 78% des Français qui soutenaient la cause des Gilets jaunes. Mmh mh. Donc il faut quand même rappeler les choses. Et s'il y a 78% des Français qui soutenaient ce mouvement des Gilets jaunes, ce n'était pas 78% de Français qui pensaient tous la même chose. Ce n'était pas 70%, 78% des LFI, ce n'était pas 78% de communistes, ni 78% des RN, ni de DLF. C'était un mix. C'était la France dans sa diversité, dans sa complexité politique. Voilà. Donc je fais partie d'une de ces personnes qui a eu les caméras braquées sur lui. Voilà, tout simplement. D'accord, très bien. Bah, en tout cas, merci pour la clarification. Je pense que, ouais, ça a pu permettre à pas mal de personnes de comprendre un petit peu mieux ton parcours. Oui. Ensuite, on peut revenir, alors j'en profite pour faire un espèce de petit break, on pardonnera le globish, mais sur l'actualité, pour revenir un petit peu sur un Ouais. sujet d'actualité, je pense, il me semble que tu étais à la manifestation du 17 juillet, si je ne me trompe pas? J'y étais, ouais. Voilà, Oui, oui, contre, donc la généralisation du pass sanitaire. Donc ça serait bien qu'on ait ton avis là-dessus. Je pense que ça peut être, ça peut être intéressant et oui. tout simplement, voilà, si tu peux nous donner ton avis sur le pass, sur la généralisation plutôt du pass sanitaire. Ouais, alors, quand le président de la République a parlé le 12 juillet, on est tous, tombés de l'armoire, comme on dit chez moi. Au-delà du ton martial, faussement joué, les mesures qui étaient annoncées me semblaient, extrêmement liberticides. Alors le mot liberticide, il est un peu tarte à la crème, il veut tout dire et rien dire, mais en attendant, pour moi, ce pass sanitaire, indépendamment de la vaccination, je reviendrai après là-dessus si tu veux, mais la notion de pass sanitaire m'a semblé être un changement de paradigme. Et comme l'a dit François-Xavier Bellamy dans une tribune, je crois, dès le 13 ou 14 juillet, dans le Figaro, une tribune qui, pour moi, a fait autorité de pensée, finalement, dans la classe politique, en tout cas celle qui ouvre encore les yeux. Pour moi, ce pass sanitaire est un changement de civilisation. Où avant, la légitimité d'un citoyen passait par sa nationalité. Et avec le pass sanitaire, la légitimité et sa liberté de circulation, eh bien, le citoyen ne peut l'acquérir que pour des raisons de santé. Voilà. Et là, je me suis dit, on change de paradigme, le prisme a été inversé et ça me paraît dangereux. Ça me paraît dangereux parce que euh, le fait de dire que si vous êtes vacciné, en tout cas si vous êtes vacciné ou si vous faites un test PCR, donc si vous n'avez pas de maladie, vous pouvez rentrer dans un bar. Je me suis dit, mais aujourd'hui c'est ça. Et demain, s'il y a un dingue qui arrive au pouvoir, ou si Macron pète encore un plomb, qu'est-ce que ça va être?
on va interdire aux diabétiques et à ceux qui ont du cholestérol de rentrer dans un fast-food. On va, enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah, il y Ouais. avait pour moi, il y a une dérive sanitaire et le fait de mettre la santé, comme priorité numéro un avant la notion de liberté individuelle, pour moi, ça, c'est comment dirais-je? Ça va à l'encontre de la société qu'on essaye de construire, en tout cas, et qu'on essaye de préserver. Une société de liberté, en tout cas liberté contrôlée, hein. Liberté ne veut pas dire anarchie, liberté ne veut pas dire chienlit. Liberté veut simplement dire qu'au sein de notre pays, nous sommes en capacité de pouvoir, de nous mouvoir, de consommer, de rencontrer qui on veut, comme on veut, quel que soit notre état de santé. On ne va pas interdire à un cancéreux de sortir de chez lui, on ne va pas interdire à un obèse de sortir de chez lui. Bon, bah, de la même manière, pourquoi on interdirait à quelqu'un qui soit refuse de se faire vacciner, soit n'a pas été vacciné complètement, de pouvoir se mouvoir et en tout cas de pouvoir faire des gestes de la vie quotidienne. D'autant plus que le président de la République, quelques semaines avant, avait dit qu'en aucun cas le pass sanitaire, qui existe déjà depuis de nombreux mois finalement dans les grandes manifestations, dans les grandes expos, dans les festivals, dans tous ces événements-là, dans toutes ces grandes manifestations, Macron avait dit que ça n'arriverait jamais dans les actes de la vie quotidienne. Vous imaginez maintenant qu'il va falloir un pass sanitaire pour aller boire un café le matin en terrasse. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle je suis allé à cette manifestation. Alors c'est vrai que c'était un petit peu le mariage de la carpe et du lapin, cette manifestation, pour être honnête. Il y avait des gens qui défendaient, comme moi, cette volonté de préserver nos libertés, de certainement pas mettre la santé comme priorité numéro un dans notre manière de vivre. Il y avait des anti-vax. Bon, il y a 10% d'anti-vax dans le pays, donc on peut faire n'importe quelle politique, on peut échafauder n'importe quelle stratégie, on aura toujours 10% de gens qui refusent, qui sont intrinsèquement opposés à la vaccination. Donc, il y avait ces gens-là aussi qui étaient dans la Ouais. manifestation, et puis il y avait toujours il y en a toujours, hein, quand il y a un peu de monde, il y a toujours les complotistes, les énergumènes, les clowns de service qui viennent nous dire qu'avec la vaccination, on aura la 5G dans le bras. Il y en a qui ont fait des comparaisons plus que douteuses et clairement dégueulasses de comparer les non-vaccinés avec les juifs pendant la déportation, ce qui est hors de propos et inadmissible. Mmh. Donc, si tu veux, c'était une manifestation qui est un peu hétéroclite. C'est important de le dire, mais 90% des gens qui étaient là, avant tout, refusaient le pass sanitaire. Ouais. Pour moi, le pass sanitaire, comme je te l'ai dit, c'est vraiment un changement de paradigme qui me paraît extrêmement dangereux. Ouais, donc tu penses pour le coup que comment dire? En tout cas, les manifestations ou la mobilisation contre la généralisation du pass sanitaire n'est pas parce que tu parlais justement de ces 10% d'antivax, Mmh. et qui sont, qui est un chiffre quand même qui reste considérable, je veux dire, mais qui finalement n'est que voilà, c'est «un détail» entre guillemets. Hem tu penses que c'est uniquement, sur les libertés individuelles, mais il y a vraiment ce côté j'ai l'impression qu'il y a un conflit à droite qui se crée et je pense que moi, pour ma part, je pense que Mmh. c'est quelque chose qui a été, mis en place, par Emmanuel Macron, qui a fait preuve d'un Bien sûr. cynisme politique, qui c'est pas moi, je pense pas que ça soit simplement, comment dire? Dû à un manque de courage politique. Je pense que Macron, est quelqu'un de profondément cynique, c'est un Mmh. machiavélien, on va dire, un Machiavel. Et Mmh. comment dire? Et a simplement, a trouvé un peu la poule aux œufs d'or et s'est dit: «Tiens, les gens se mettent d'accord sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'identité, Mmh. sur, Mmh. même finalement sur la question du Frexit», puisque les gens se questionnent un peu moins, se disent que finalement il y a une hiérarchie à établir, que l'identité Ouais. passe avant, le Frexit, ce genre de choses. Pourquoi pas rajouter un clivage supplémentaire? Et aujourd'hui, j'ai l'impression et je pense que je suis pas le seul, la seule personne à le penser, qu'il y a ce nouveau clivage qui est en train de s'imposer et je pense qu'il faut l'éviter. Et qu'est-ce que tu préconises pour éviter finalement ce nouveau clivage? Voilà, j'en demande beaucoup, mais je pense que c'est une question importante puisqu'il n'y a pas d'un côté je veux dire le débat doit se tenir, c'est évident, je veux dire sur la vaccination, il faut qu'on ait un vrai débat, qu'on ait des Mmh. études, qu'on en discute. C'est évident que voilà, les gens sont dans une crainte, permanente de toute façon de tout ce que peut, faire le gouvernement, mais pour des raisons légitimes, j'ai envie de dire. Donc le débat, il faut le tenir, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce clivage et pour éviter cet affrontement finalement au sein de la droite comme au sein de la gauche d'ailleurs, qui sont Mmh. aussi en train de se foutre un peu sur la tronche pour savoir, s'il y a des pro-vax, Mmh. anti-vax, et cetera et cetera.
Bah, alors, déjà, avant tout, je suis effectivement, je partage son point de vue. Emmanuel Macron a bien compris que la sécurité était l'aspiration numéro un des Français. Mmh. La sécurité, ça passe par, la maîtrise de la délinquance, la maîtrise de l'immigration, la maîtrise de nos frontières, le respect de l'ordre, le respect des biens, et des personnes. Bah, il a rajouté un nouveau tiroir à cette commode sécuritaire qui est celui de la sécurité sanitaire. Donc, il s'est dit, je vais surfer sur la notion de sécurité parce que, avec le sanitaire, parce que ça va toucher une frange de la population qui d'habitude ne vote pas pour moi, mais qui va être sensible à ce discours de sécurité sanitaire. Je pense à toutes les personnes qui ont entre 50 et 80 ans, qui ne votent pas pour lui, mais qui finalement vont trouver une certaine rassurance dans le pass sanitaire. Et on voit bien dans les sondages, alors après les sondages, on leur fait dire ce qu'on veut, hein, tout dépend de la manière dont on pose la question, hein, bien évidemment, mais il y a une majorité de Français qui sont pour le pass sanitaire. Il y a même une majorité de Français qui sont pour le vaccin obligatoire. Donc, Emmanuel Macron a profité de cette situation. Un, se repositionner sur la sécurité comme étant l'élément incontournable, en faisant de la sécurité sanitaire le pilier de sa politique actuelle. La deuxième chose, c'est qu'il a bien senti qu'il y avait une possible scission au sein de la droite à cause de ce sujet, entre des gens qui sont fondamentalement attachés à la liberté et d'autres qui sont fondamentalement attachés à leur propre sort et à leur propre sécurité, et indépendamment des conséquences que ça peut avoir sur la vie quotidienne des autres. Donc, il faut bien être clair. Pour moi, les égoïstes ne sont pas ceux qui refusent le pass sanitaire. Les égoïstes sont ceux qui ne pensent qu'à leur propre santé. Enfin, que les choses soient claires, ça, c'est ma ligne de, enfin, en tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire, Jean, par rapport à ça? Je crois qu'Emmanuel Macron n'a pas eu le courage de rendre la vaccination obligatoire. Je crois que c'est ça le problème de fond. Je Mmh. ne vais pas me faire des copains en disant ça, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que Ouais. s'il avait rendu la vaccination obligatoire dès le début, dès le mois de janvier, février, en disant voilà, on commence par les plus de 75 ans, plus les plus 70, 65, 60, et on descend, on descend, on descend. Et c'est obligatoire parce qu'il n'y a pas le choix. Il y aurait des contestations, mais au final, une grande partie de la population serait aujourd'hui vaccinée. Euh, le problème, c'est qu'il n'a pas eu le courage de faire ça et que du coup, il s'attelle à trouver un artifice réglementaire qui ne fonctionnera pas, mais qui donne l'impression aux Français qu'il s'occupe de leur sécurité. Je dis Mmh. bien qu'il s'occupe de leur sécurité parce que finalement, il ne va pas pouvoir s'en occuper. Ce pass sanitaire, finalement, alors je ne dis pas que c'est une coquille vide parce que c'est une coquille liberticide, mais qui sera inapplicable et incontrôlable. Comment allons-nous pouvoir, avec le peu de forces de l'ordre que nous avons et le nombre incommensurable de missions qu'elles ont, comment ces forces de l'ordre vont pouvoir aller vérifier que M. Tartampion à Montastruc, la conseillère en Haute-Garonne, a bien son pass sanitaire pour boire un café? Est-ce que vous croyez que la gendarmerie du canton aura assez de troupes pour aller vérifier tous les clients en terrasse sur les cafés? Est-ce que vous croyez qu'on pourra aller vérifier tous les restaurants? Est-ce que vous croyez qu'on pourra aller vérifier tous les cinémas? C'est clairement impossible. La Mmh. deuxième chose qui va rendre impossible ce pass sanitaire, c'est le fait d'être obligé de joindre le pass sanitaire avec sa pièce d'identité. En aucun cas, une personne qui n'a pas de pouvoir de police ne peut contrôler votre identité dans le pays. D'accord? Donc, soit ils décident d'externaliser la fonction de surveillance de la population auprès de commerçants, qui pour le coup, ce n'est pas leur job, euh, ou alors, c'est simplement, et ça, j'en ai échangé avec des membres des Républicains, du Rassemblement national, de Debout la France, ou des gens qui sont proches d'Éric Zemmour. Tout le monde est d'accord pour se dire qu'au final, Emmanuel Macron ne cherche pas à maîtriser l'épidémie avec ce pass sanitaire, mais cherche surtout à ouvrir le parapluie pénal pour éviter d'avoir des recours Mmh. auprès de la Cour de justice de la République au terme de cette épidémie en l'accusant de n'avoir rien fait. Voilà. Donc, malheureusement, je dis bien malheureusement parce que je suis pas un grand fan de ce vaccin, parce que même s'il y a 3 milliards de personnes qui ont été vaccinées, on a un recul que d'1 an dessus. Donc, quid de l'avenir de ce vaccin? Pour autant, il semble, encore une fois, il semble bien, parce que je ne suis pas médecin ni épidémiologiste, il semble bien que ce soit aujourd'hui l'une des rares solutions que nous ayons pour maîtriser ce virus. Voilà. Donc pour moi, le pass sanitaire n'est qu'un artifice par manque de courage politique d'Emmanuel Macron de rendre obligatoire la vaccination. Voilà.
Très bien. Bah, c'est un peu finalement la position qu'a tenue, Éric Zemmour lors de son édito, sur Face à l'info, Très enfin sur bien, CNews dans Face à l'info, lors du je crois que c'était le 13 juillet, qui parlait au final, d'accord. le comment dire? Qui aurait pu comprendre, une vaccination obligatoire, mais bon finalement, qui aurait été incompréhensible dans un gouvernement Macron qui, ne fait Mmh, que scander, liberté individuelle, liberté individuelle, liberté individuelle. mmh. Je veux dire laisser, les frontières totalement ouvertes, enfin ce genre de choses. Donc ouais, c'est vrai que c'est ça. On est un peu sur la même longueur d'onde, Oui, bah, j'ai je me l'impression. permets de t'interrompre, Jean. Ouais? Effectivement, la raison pour laquelle ce pass sanitaire va complètement tomber à l'eau, c'est qu'encore une fois, ils vont pas pouvoir maîtriser les frontières. Ouais, Clément Beaune, le ministre, l'a dit il y a ou secrétaire d'État, pardonne-moi, l'a dit il y a quelques jours sur l'antenne d'RMC et de BFM un matin, en disant qu'il était impossible pour la police, pour la douane, de contrôler chaque voiture qui arrivait dans notre pays. ouais, Deuxièmement, on a des verbatims, on a des témoignages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou auprès de nos entourages respectifs, de gens qui sont revenus de voyages à l'étranger, intra ou extra-européens, qui nous racontent qu'arrivés à Roissy ou à Orly ou à l'aéroport de Nice, n'ont pas été contrôlés. ouais. Donc, le pass sanitaire n'a aucun sens et la maîtrise épidémique ne peut être tenue au sein de notre pays si les frontières ne sont pas maîtrisées. Voilà. Donc, encore une fois, voilà, pour moi, le pass sanitaire est une fausse bonne idée et qui n'a pour vocation uniquement de servir de parapluie pénal. Très bien, mais et du coup, c'est vrai que on peut aussi revenir par contre, c'est vrai que là, j'ai eu des propos qui étaient finalement un peu dans un sens, mais il faut aussi dire que dans la symbolique, le pass sanitaire, cette idée de faire des Français à 2 vitesses est quand même reste quand même inadmissible et profondément anti-républicaine. Donc de la Bien part sûr. de personnalités qui passent leur temps à comment dire? Revendiquer les valeurs de la République, c'est quand même quelque chose d'assez, assez cocasse, quoi. Ouais, et puis j'ai envie de te dire, enfin, c'est une belle hypocrisie, quoi. Tu vois, bon, malheureusement, et je me soigne, mais bon, voilà, ça m'arrive de fumer, un peu trop à mon goût. Mais voilà, si la priorité numéro 1 de notre pays, c'était la santé, on arrêterait de vendre des clopes, enfin, tu vois? Ouais, il y a Donc d'autres bon, problématiques, ouais. alors je caricature un peu en disant ça, en disant: «Oui, Cauchy trouve encore un exemple à la gilet jaune, un exemple caricatural», ce que vous voulez, enfin, qu'importe, mais voilà, si la santé devient la priorité numéro 1 des Français, il va falloir contrôler drastiquement, pardon, on va y arriver, drastiquement toutes les frontières, pour vérifier qu'il y ait aucun virus, qui arrive sur les personnes entrant sur notre territoire. Alors que ce soit notre territoire métropolitain ou notre territoire ultramarin. Je tiens quand même à préciser que via le Suriname, il y a des gens qui rentrent tous les jours sur le territoire guyanais. Que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe. En Guadeloupe, vous avez les Haïtiens qui arrivent par bateau tous les matins pour bosser au black. En Martinique, vous avez les Dominicains qui arrivent tous les jours par bateau la nuit, qui arrivent sur le territoire martiniquais. Je parle même pas de la Réunion avec de Madagascar et Mayotte. Enfin voilà, donc les Maoris sont en train de souffrir également de cette immigration massive. Donc on est en incapacité de maîtriser nos frontières et donc en incapacité de maîtriser la sécurité sanitaire aux portes de notre pays. Voilà. Donc ça tient pas debout. Ça tient pas debout. Très bien. Alors je pense on va un peu clore cette parenthèse, passe sanitaire. Je pense qu'on a à peu près dit on a fait le tour. Donc on n'est pas obligé Heu, de mettre le masque, on est bien on d'accord. n'est pas obligé de mettre le masque, tout est bon, Ok. je de toute façon j'en ai même plus. Tu sais quoi? Je sais même pas où j'ai mis les miens. Donc donc voilà. On va revenir un petit peu sur ton parcours, Ouais. et plus particulièrement sur cette notion de comme j'ai pu aborder de gilet jaune médiatique. Tu prenais un petit peu l'exemple tout à l'heure de Ingrid Levavasseur qui avait été Ouais. Levavasseur, hein, c'est bien ça, je veux pas écorcher le nom. Le Vavasseur, ouais, c'est ça. Levavasseur, voilà, qui Mm. avait été, un peu, lynché par les gilets jaunes et par pas mal de personnes qui avaient reçu, il me semble, des menaces de mort. Ça avait été assez loin, cette histoire, puisqu'elle avait, alors je sais pas si elle avait accepté un poste de chroniqueuse chez BFM ou si c'était simplement des Oui. passages dans oui, c'était un poste de chroniqueuse chez BFM. Mm. Finalement, ce côté tu es ce qu'on pourrait appeler un gilet jaune médiatique puisque tu passes, par exemple chez les Mm. grandes gueules, tu passes, voilà, tu passes aussi chez Morandini, il me semble, oui, c'est ça? Morandini, Oui, Morandini, oui, Live, c'est chez ça? Le matin? Morandini, chez Voilà. Pro, Oui, chez. oui, Ouais. sur plusieurs chaînes de toute façon. Finalement, comment tu vis ça de l'intérieur? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as une pression de la part des
gilets jaunes d'une part, et une pression finalement de la part de tes, on va dire, de tes collègues, ou plutôt du milieu médiatique, de l'autre? Ouais, alors c'est vraiment, si je puis me permettre, le mot qui est pas très joli, qui est un peu vulgaire, mais c'est une position bâtarde. C'est une position bâtarde parce que d'un côté, les gilets jaunes, certains, hein, certains, ceux qui réfléchissent, ceux qui ne veulent pas réfléchir, regarder les choses en face, estiment qu'à partir du moment où on a pris la lumière, on fait partie du sérail des décideurs, des Mmh. puissants, enfin Ouais. bref, avec toute la diatribe qu'il y a autour. Et donc, du coup, j'ai lâché le mouvement, j'ai lâché les revendications originelles, j'ai lâché le fait d'être un citoyen comme tout le monde. Or, en l'occurrence, j'ai ma carte d'électeur, j'ai ma carte d'identité, je paye mes impôts, je prends des PV, je compte à la fin du mois, certainement plus aujourd'hui que je ne pouvais le faire avant les Gilets jaunes, je tiens à le préciser quand même. Tiens, ça, tiens, tu vois, je ne sais pas si les gens en auront à faire quelque chose, mais juste un truc parce que c'est important, parce qu'il y a toute une imagerie là-dessus. Moi, aujourd'hui, je gagne 3 fois moins que ce que je gagnais avant les Gilets jaunes. Voilà. Ça, c'est quelque chose à savoir. Je n'en fais pas un étendard, mais je tiens à Mmh. préciser les choses et à rappeler les choses. Voilà. Je gagnais très bien ma vie avant. C'est différent aujourd'hui, mais en tout cas, quand je me lève le matin, c'est pour défendre mes convictions. Je les ai défendues dans le mouvement des Gilets jaunes et je continue à les défendre aujourd'hui, après ce passage en politique, aujourd'hui dans les médias, en étant libre, en étant partisan, en étant associé à aucun mouvement politique, ni de Debout la France, ni les Républicains, ni le RN, ni qui que ce soit. Ce qui m'a toujours animé en rentrant dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est de défendre des convictions et faire en sorte que les gens qui vivent à côté de moi et moi-même et mes proches puissent vivre mieux demain. Je suis père de famille, donc j'aspire à ce que mon pays, à défaut d'être mieux, soit aussi bien que moi j'ai pu connaître. Donc c'est ça qui m'anime. Donc effectivement, il y a des gilets jaunes qui ont pensé que j'avais trahi la cause en passant de l'autre côté du micro. Mmh. Et puis, de l'autre côté, on va dire qu'il y a une certaine, non pas classe médiatique, mais caste médiatique, qui, pour le coup, me regarde un peu avec condescendance en disant c'est qui celui-là qui arrive de nulle part, ce gilet jaune, doit sans doute être sous-éduqué, sous-diplômé, qui Espèce comprend de mépris de rien. classe en somme, ouais. Absolument, une sorte de mépris de classe. Donc finalement, je suis dans cette situation bâtarde, où les gilets jaunes pensent que je les ai trahis et que je me la pète. Une classe médiatique et politique, il se dit: «Mais c'est qui celui-là? Pour qui il se prend?» Voilà. Donc c'est pas toujours évident. L'avantage des gilets jaunes et de la vie politique, c'est que ça m'a rendu, le cuir épais et que les coups ne m'atteignent pas. Donc je continue mon bonhomme de chemin. Ce que je peux te dire de cette classe médiatique, c'est qu'il y a une très, très grande porosité entre le monde politique et le monde journalistique. Ça, je ne t'apprends rien, je pense que je vous apprends rien, mais il y a une porosité extrêmement forte. Alors, elle peut avoir une certaine pertinence parce qu'elle permet quand même, aux journalistes de bien cerner, de bien comprendre et bien d'appréhender les motivations, les leviers des hommes et des femmes politiques. Et en même temps, elle a ce côté un peu dangereux et tendancieux peut-être d'avoir trop d'acquaintance entre ces 2 métiers et qui peut donner l'impression, et parfois à juste titre, on pourra y revenir, dans quelques minutes, mais qui donne à juste titre l'impression que, il y a quand même certains journalistes qui sont extrêmement copains avec les politiques et que du coup ça donne, une certaine partialité, à l'antenne qui peut être assez dégueulasse finalement, surtout quand ça va à l'encontre, enfin du bien commun, quoi. Et puis ça annule Mmh. finalement, ce bénéfice de la porosité dont tu parlais, qui est un peu de comprendre les leviers, puisqu'au final, c'est des personnalités, enfin, quand on écoute vraiment des «politologues» entre guillemets, un petit peu improvisés, médiatiques, il y a des personnalités un peu à la Barbier ou autre, voilà, qui balancent un peu des analyses qui sont finalement assez erronées, ou en tout cas qui correspondent pas vraiment à la réalité, qui par exemple, le mouvement des Ouais, gilets jaunes était assez, comment dire? Symptomatique. Il y a très peu de personnes qui ont réussi à cerner vraiment ce que ça représentait, ce que c'était. ouais. Donc Tu vois, mine de rien, la là-dessus, j'ai une anecdote. porosité, ouais. Ouais, j'ai une anecdote là-dessus. C'était un des premiers plateaux que j'avais fait, c'était avec Alain Duhamel. Le plateau, c'était C'est à vous sur France 5. Tu vois, je te donne une petite anecdote. Et j'étais
dans les coulisses, dans les loges avec Alain Duhamel. Donc moi, forcément, je découvrais le monde de la télévision et donc je rencontre Alain Duhamel que j'écoute depuis, je pense que même mes grands-parents devaient l'écouter déjà à l'époque. C'est Alain Il a Duhamel, quoi, c'est Alain, classique. Alain Duhamel, voilà, c'est ça. Alain Duhamel, en fait, voilà, Alain Duhamel a existé avant la télévision, donc Oui, c'est ça. c'est te dire. Et donc, je demande à Alain Duhamel ce qu'il pense de la crise des Gilets jaunes. Et il me dit, c'est une jacquerie numérique, ça ne durera que 15 jours. Voilà. Ouais. Donc, c'est un exemple extrêmement criant d'un microcosme parisien qui se nourrit d'un entre-soi intellectuel sans prendre considération de la vraie vie des gens. Voilà. Quand on est journaliste, comme Christophe Barbier, on se lève le matin, il lit sa presse, il boit son café dans son petit café parisien, il passe à la télé, il passe à la radio, le soir il va au théâtre, il joue ses pièces, il rentre, je le Et croise il prend le régulièrement métro. d'ailleurs dans le Il métro. prend le métro, par contre, Il il prend le le dit. métro, je le croise régulièrement, il est sur la ligne 6, hein, pour info, si vous voulez lui faire un petit bisou de temps en temps. Comme ça c'est fait, vers 20 h il est. Il passait Euh, le bonjour. pour lui passer le bonjour, il demandait la marque de son écharpe. Mais plus sérieusement, voilà, ce sont des gens qui vivent dans un entre-soi, qui ont l'habitude de se côtoyer entre eux, qui finalement se déconnectent au fur et à mesure Ouais. de la population et des aspirations des Français. Et ça, les Français ne le tolèrent plus et, et ne l'acceptent plus. Autant dans les années 60, quand il y avait un journaliste qui parlait à la télé, je ne dis pas que c'était un peu comme les Saintes Écritures, quand le député parlait dans sa circonscription, c'était un petit peu l'apôtre qui venait prêcher la bonne parole, c'était le sachant. Voilà. Ouais. L'élu était le sachant, le journaliste était le sachant qui allait expliquer euh, la difficulté du monde aux citoyens. Ça pouvait tenir debout parce qu'il y avait l'ORTF, parce qu'il y avait une, deux, trois chaînes de télévision, il y avait Europe 1, RTL et France Info, France Inter, il y avait trois, quatre chaînes de radio. Ça tenait debout et la légitimité existait par justement cette faiblesse de canaux d'information. Aujourd'hui, il y a tellement de canaux d'information, il y a telle une démultiplication des sources d'information, évidemment le net a été une révolution, que les Français ne sont plus dupes. Les Français savent très bien ce qui se passe ailleurs. Ils sont capables de faire du benchmark, ils savent très bien comment on vit en Italie, comment on vit en Espagne, comment on vit en Chine. Donc on ne peut plus leur raconter de tarabistouille, comme dirait Père Macron. Donc la légitimité de la parole d'un journaliste et d'un politique est tout le temps remise en cause. Mhm. Et le problème d'Emmanuel Macron, par exemple, c'est qu'il a fait campagne en faisant croire qu'il avait compris les Français, soi-disant avec son petit tour de France de marcheur et tout ça, alors que finalement c'est McKinsey qui a pondu le programme, il faut être clair. Oui, oui. Il a fait croire aux Français qu'ils les avaient écoutés, mais finalement, il est resté dans cet entre-soi et dans cette logique maastrichtienne, ultralibérale, européiste, et a appliqué ses dogmes à toute sa politique, quoi. Et donc ça, si tu veux, les Français ne le supportent plus. Et donc, moi, quand je suis arrivé dans ce monde médiatique, j'ai bien vu qu'il y avait un décalage, je dirais même un fossé, quoi. Un fossé, qui est extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, quand on voit, par exemple, il y a un journaliste là ce soir, Igor Saïri, un journaliste de BFM qui s'est fait plus que chahuter dans une manifestation parisienne, ce qui est profondément inadmissible, eh bien en fait, c'est la cerise sur le gâteau du mécontentement. Parce qu'aujourd'hui, il y a une presse qui vit dans un entre-soi, qui ne raconte plus la vérité, en tout cas pas toute la vérité, qui édulcore la vérité, et les Français ne le supportent plus. Et donc moi, à ma petite échelle, j'essaye de pousser les portes et de rappeler quelques vérités à la fois aux journalistes et profiter de leur antenne pour le dire. Oui, parce que, finalement, aujourd'hui, tu occupes l'espace médiatique et puis on voit, enfin, il y a, typiquement Libération qui fait une à peu près toutes les semaines pour dire qu'il y a la montée, de l'extrême droite, le bruit des bottes, parce qu'évidemment CNews, parce qu'évidemment, il y a de plus en plus de personnes qui sortent un peu de l'ombre parce que, moi je pense que c'est simplement que ça commence à se voir et puis il y a une pression des réseaux sociaux au final, quelque chose qui est Mmh. beaucoup dénoncé. On n'arrête pas de dire: «Les réseaux sociaux sont la cause». Non, les réseaux sociaux sont un petit peu l'outil, c'est une analyse qui a été faite d'ailleurs par Éric Zemmour, Mmh. c'est-à-dire que, par exemple, c'est ce qui a fait la campagne Trump, voilà, qui a fait sortir un peu cette espèce de majorité, silencieuse aux États-Unis Silencieuse, oui. et c'est exactement ce qui se passe en France puisque c'est grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui qu'on a des médias alternatifs, ce qu'eux appellent des fake news ou de la désinformation. C'est en fait des médias de réinformation ou tout simplement des médias qui traitent de sujets qui ne sont pas forcément abordés. Donc on va pas en citer, mais il y en a un paquet, et qui Mmh. qui traitent
traite, par exemple, de l'insécurité. Il y a beaucoup de faits qui sont donnés et il y a une pression sur les médias qui est effectuée, en permanence, qui fait ils sont obligés d'aborder des Mmh. sujets. J'ai eu des débats Je avec d'autres vais te donner un personnes et oui, exemple, Jean, un simple vas-y, exemple, vas-y. pour être clair. Mmh. Heu, L'émission d'Éric Brunet, de 10 heures à midi sur LCI tous les jours, est une émission qui fait environ 70 000 téléspectateurs. D'accord? Chaque vidéo, que le journal France Soir met sur YouTube fait entre 2 et 300 000 vues. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Donc si tu veux, les mainstream, comme on les appelle, ont perdu, le monopole de l'information. Mmh. Donc, c'est pas ils ne parlent pas des mêmes sujets, sauf qu'ils n'en parlent pas de la même manière. Et Ouais, donc les Français ne peuvent plus l'entendre, en fait, voilà, tout c'est simplement. ça. Et oui, effectivement, l'émergence de ces médias alternatifs, on va dire, finalement sont un bienfait pour la démocratie, à condition, alors je suis pas liberticide, loin de là, à condition qu'on y mette de l'éthique, c'est toujours pareil. Mmh. Que ce soit dans le monde journalistique ou dans le monde politique, s'il y a pas d'éthique, ça part en sucette. Et donc il faut être aussi vigilant sur, la teneur de ces médias alternatifs. Il y en a qui sont portés par des intérêts étrangers, il y en a qui sont portés par des intérêts communautaires, par Mmh. des intérêts économiques. Donc il faut toujours être très vigilant et bien comprendre que, derrière un média, même s'il se veut alternatif, il peut y avoir des intérêts cachés. Mais encore une fois, l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'ils démasquent et dénoncent aussi parfois cette manipulation Ces mêmes éditoriale des médias intérêts. alternatifs. Mmh. Exactement. Exactement, exactement. Ouais. Et du coup, là, tu parlais un petit peu de finalement le fait que les médias abordent peut-être les mêmes problématiques qui peuvent être vues sur les réseaux sociaux, mais pas de la même façon. On peut parler justement, comme je disais tout à l'heure, il y a un peu cet exemple de Libération qui titre en permanence que Mmh. CNews, finalement, il y avait eu cette une un peu choc. Voilà, Ouais, bon, il y avait le truc d'Europe 1 à CNews, et puis ils font régulièrement des trucs pour dire que CNews est une télé d'extrême droite, etc. ouais, Finalement, qu'est-ce que tu peux dire un petit peu sur le paysage médiatique, plus ouais. globalement? Certes, ils ont une idéologie, enfin, en tout cas, il y a une idéologie qui semble être portée. Qu'est-ce que tu peux en dire? Et finalement, quel est ton avis, par exemple, sur CNews? Mmh. Est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment remué, un petit peu tout ça, tout ce paysage? Ou est-ce que tu penses que c'était un phénomène qui devait arriver de toute manière? Ouais, je pense que ça devait arriver et Bolloré a senti le truc, Ouais. avec un BFM, plutôt dominant, sur la chaîne d'information, je pense qu'ils ont fait un choix éditorial différent qui était celui de faire parler la France silencieuse. C'était pour moi un choix courageux parce qu'il a permis de donner la parole à beaucoup d'acteurs politiques, journalistiques, politologues, scientifiques, économistes qui n'avaient pas la parole ailleurs. Mmh. Et ça a permis également aux autres médias, je pense à LCI et BFM par exemple, de se repositionner, de clarifier leur ligne éditoriale. Donc pour moi, c'est pas de l'idéologie, c'est de la ligne éditoriale. Euh, Quand Libération s'amuse à taper sur CNews, quand Libération s'amuse à mettre en une CNews, vilain facho, entendez le bruit des bottes sur les pavés, moi je me rappelle que Libération faisait la promotion de la pédophilie dans les années 70. Et voilà. Là, c'est tout de suite dit. Voilà. Donc, à un moment donné, comme on dit dans le sud-ouest, faut balayer devant sa porte. Moi, je préfère entendre un discours peut-être radical de certains élus sur CNews, ou d'avoir des éditorialistes poil à gratter qui vont dénoncer certaines choses qui sont mises sous le tapis, que d'aller prêter importance à la une d'un journal voilà, qui s'est complaint dans des choses qui sont plus que dégueulasses il y a quelques dizaines d'années et qui encore aujourd'hui ont du mal à l'assumer. Oui. Donc je n'en ferai pas, voilà, je m'en ferai pas une maladie de voir Libération parler de CNews. Et à la limite, j'ai envie de dire, bah, écoutez, continuez de parler de CNews, vous leur faites de la pub. Voilà. Exactement. Vous savez, quand je Alors regarde, voilà, Olivier Truchot, qui est oui. présentateur sur BFM, avec qui je m'entends très bien, qui
qui indépendamment de la ligne rédactionnelle qu'il mène conjointement avec d'autres rédacteurs sur BFM, est quelqu'un également de très ouvert et lucide sur cette obligation à être beaucoup plus diversifié dans le choix des présentations. C'est compliqué, c'est compliqué. Euh, et pour autant, tous les soirs, ils vont parler de la potentielle, et comme ça je te tends une perche pour faire la transition, tous les soirs, depuis un mois, ils font un petit sujet sur Éric Zemmour sera-t-il candidat, CNews va-t-il trop loin, faut-il comptabiliser le temps des éditorialistes comme un temps politique. Bon, voilà. Donc, si tu veux, toute cette petite musique qui va à l'encontre de CNews, pour moi, est contre-productive pour les concurrents de CNews, puisqu'ils leur font de la pub. Voilà, bon bah je pense que c'est une bonne conclusion et en plus on va pouvoir un petit peu, voilà, tu m'as tendu une perche, tu tiens l'émission, écoute, il y a pas de souci, y a pas de problème. Du coup, oui, CNews est aussi connu pour avoir mis tous les soirs de 19h à 20h, en tout cas du lundi au jeudi, hein, pas tous les soirs, Ouais. excusez-moi, Éric Zemmour un petit peu à l'affiche, en tête d'affiche de l'émission Face à l'info. Mmh. Émission qui a remporté un succès qui est quand même énorme parce que je crois qu'elle elle a battu déjà des records, elle a poussé un peu CNews vers le haut et également elle a battu voilà, BFM TV sur des créneaux un peu tendus parce que je crois qu'il y avait Rutel Krief à ce moment-là. Ouais. Donc, enfin, en tout cas pour les chaînes d'infos, ouais, les chaînes d'infos. Euh, le personnage Zemmour, le personnage en tout cas politique, pas forcément politique, mais en tout cas journalistique, polémique, l'éditorialiste. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses, ta façon d'approcher, en tout cas d'appréhender un peu Zemmour en tant qu'éditorialiste et écrivain, encore une fois, et pas encore en tant Ouais. qu'homme politique. Ce sera la deuxième partie. Alors, avant de te parler de CNews ou de ses ouvrages, moi, je te parlerai du Éric Zemmour, journaliste, Ouais. qui a croqué la vie politique pendant près de 30 ans, au Figaro et dans d'autres journaux. Et comme je t'ai dit en début d'entretien, depuis que je suis ado, je me suis toujours intéressé à la chose publique et je mettais mon nez dans les journaux. Donc pour moi, Éric Zemmour, c'est un homme qui croquait la vie politique de façon acerbe, parfois piquante, mais qui dépeignait finalement une certaine réalité. Quand je dis une certaine réalité, c'est que évidemment c'était au travers de son regard, de son vécu, de son éducation, de sa culture, de sa psychologie, ce regard finalement je le trouvais assez proche du mien. Je l'ai toujours retrouvé assez juste. Et lorsqu'il est arrivé, au-delà de ses bouquins, lorsqu'il est arrivé sur CNews et qu'il a commencé à poser le décor et à mettre sur la table des sujets qui étaient pour l'instant enfouis au fond du dernier tiroir de la commode du grenier. Je parle de l'immigration, je parle de l'islam, la question de l'islam en France, qui est un vrai sujet. Je l'ai trouvé courageux. Et j'ai trouvé également courageux CNews de lui laisser la parole. Et moi, je suis impressionné par cette capacité d'analyse qu'il a à, comment dirais-je, ben, un peu comme un peintre, si tu veux, en 4 coups de pinceau, il arrive à faire une toile. Bon, bah voilà, c'est pareil. Eric Zemmour, en une chronique de 3 à 10 minutes, il te dresse un portrait chinois de notre société, de ces mots MAUX, qui est plutôt efficace, qui, je pense, plaît à un grand nombre de publics. Je vais vous donner une petite confidence. Sur le million de téléspectateurs qui regardent CNews tous les soirs de 19h à 20h, il y a des études qui ont été faites par CNews. Mais il faut savoir qu'il y a 42% des gens qui regardent Éric Zemmour le soir avec Christine Kelly qui ne se sentent ni de gauche ni de droite, qui ne sont Alors, dans aucun parti politique. Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que quand on dit des vérités, quand on n'a pas la langue de bois, et quand les sujets que l'on aborde, on les amène de façon factuelle, chiffrée, concrète, avec une hauteur de vue, c'est-à-dire avec de l'éthique et une vision politique d'ensemble, ça ne peut être que pertinent. Donc moi, je suis assez admiratif de son travail, et s'il y avait plus de journalistes qui avaient à la fois son audace
et sa plume, je pense que l'esprit français avec un grand E irait beaucoup mieux. Donc moi, je suis assez admiratif du travail d'Éric Zemmour et effectivement, des audiences à plus d'1 million de téléspectateurs le soir, bon, bah, comme on dit, il kill le game, quoi. C'est ça. C'est ça, exactement, exactement. Donc quel éloge, écoute, mais du coup, on peut partir un petit peu sur le côté politique maintenant, parce qu'on est parti Mmh. sur le côté éditorialiste. On sait que, voilà, il a en effet, su s'imposer, mais politiquement, du coup, il y a cette question qui se pose évidemment, Génération Z, comme tu le sais, milite pour la candidature Zemmour, en tout cas plébiscite la candidature Zemmour, pour 2022. Hem, Est-ce que tu penses, que Éric Zemmour est bien, l'homme, qui pourrait incarner cette droite, l'union des droites, qui pourrait également, porter, un projet, national? Est-ce que tu penses qu'il en a la stature, la capacité? Hem, et qu'en penses-tu? Mmh. Alors déjà, il arrive à un point de sa vie, 60 ans, 61 ans, je crois. Sa carrière est derrière lui, Mmh. professionnelle. Ouais. Je crois qu'il n'a plus grand-chose à prouver intellectuellement, si ce n'est de se remettre en cause, et ça, il sait le faire régulièrement. Euh, il court pas après l'argent. Je pense que sa réussite professionnelle le satisfait. Son ego peut être satisfait des audiences, du nombre d'ouvrages, des centaines de milliers d'exemplaires vendus à chaque fois qu'il sort un bouquin. Donc, c'est un homme qui n'a pas besoin de se lancer en politique pour satisfaire un ego, pour gagner de l'argent ou pour se faire un plan de carrière. Et ça, déjà, c'est un point intéressant pour quelqu'un qui s'interroge sur son destin et notamment sur cette capacité à passer et éviter de faire comme Jacques Bainville, de rester dans le monde journalistique Mmh. et de se complaire à rester commentateur et de ne pas être acteur, comme il a dit sur le livre noir, je crois, c'est ça. Hein. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, ce qui m'intéresse déjà dans sa psychologie, c'est qu'il n'a pas besoin, il a pas besoin de faire de la politique pour combler des complexes d'infériorité en termes d'ego, d'argent, de notoriété. Tout ça, il l'a déjà. Donc, c'est ce qui m'intéresse dans le personnage. Ce qui peut être pertinent dans une potentielle candidature, ou en tout cas le fait qu'il décide de franchir le Rubicon du journalisme au monde politique, c'est qu'il a un discours qui transcende les clivages, c'est-à-dire qu'il est en capacité de parler à la fois à un électorat des Républicains, euh, évidemment de Debout la France, mais aussi du Rassemblement national. Il n'est pas, comme peuvent le dire les gens qui ont peur qu'il se présente comme étant un diviseur, mais au contraire, comme une personne étant en capacité, c'est peut-être pas le seul, hein, mais étant Mmh. en capacité de rassembler justement ces droites qui ont été longtemps divisées et qui ont du coup toujours permis à la gauche, ou en tout cas aux mondialistes, de maintenir les rênes. Donc ça, le premier point positif que je vois peut-être dans son potentiel engagement en politique, c'est cette capacité à rassembler les droites. Et puis la deuxième chose, parce que rassembler les droites, pour moi, c'est pas suffisant, c'est surtout rassembler le camp national, le camp patriote. Et là, je pense que dans les messages qu'il peut faire passer, dans les analyses qu'il peut porter, il est en capacité aussi de titiller l'oreille de gens qui font partie de la gauche républicaine. Je pense à des chevènementistes, à des gens Mmh. comme Arnaud Montebourg, à des gens comme Michel Onfray, à des Ouais. gens comme Georges Kuzmanovic de République souveraine, qui eux aussi portent finalement un certain amour de la France. Et donc, au-delà de rassembler les droites, euh, de par son amour de la France et la manière dont il l'exprime, son attachement viscéral finalement à notre patrie, il est en capacité de rassembler bien au-delà de la droite. Donc voilà pour moi quels sont les deux éléments qui font que ça pourrait être un candidat intéressant. Ouais. D'accord, très Je bien me et positionne, ouais. je me positionne en tant que euh, euh, comme commentateur de la vie politique par rapport à cela. Est-ce qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui dans la sphère politique qui pourraient incarner cette capacité de rassemblement? Bah, aujourd'hui, c'est pas flagrant. Peut-être que oui, peut-être qu'il y a déjà des impétrants, des candidats à la présidence de la République qui seraient capables de le faire, mais en tout cas, ils sont aujourd'hui dans des couloirs
non pas idéologiques, mais plutôt thématiques, qui les empêchent de couvrir un spectre que qu'Éric Zemmour tente de faire déjà, de par ses éditos et ses analyses politiques. Alors je trouve que tu es un petit peu dur quand même parce que Valérie Pécresse annonce aujourd'hui sa candidature, peut-être Valérie en qui? ouais, je connais pas, ça capte mal. Je Et Xavier Bertrand a quand même accompli l'exploit, de ouais. de candidater 2 fois, enfin d'annoncer 2 fois sa Alors, candidature. Une fois, ça ne mmh, suffisait pas, bon voilà, peut-être une troisième ah, bientôt. tu connais bien les principes de la pédagogie. Règle numéro 1, la répétition. Règle numéro 2, la répétition. Règle numéro 3, la La répétition. répétition. Donc, Xavier Bertrand utilise cette bonne vieille stratégie de communication qui est celui de la vente de lessive. Hein. Il faut faire beaucoup de pubs, beaucoup de pubs, beaucoup de pubs, beaucoup de pubs pour être connu et identifié. Euh, je rigole sur sa candidature, mais pour moi, c'est un candidat sérieux quand même pour la présidentielle de 2022, Xavier Bertrand. Xavier Bertrand a cette capacité à la fois de récupérer une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron, mais Mmh. également de parler à un électorat des Républicains. La question qui se pose pour moi, franchement, sur ces élections présidentielles, je ne parle même pas de Valérie Pécresse, qui effectivement a une légitimité régionale en France, pardon, en Île-de-France. Mmh. Je ne suis pas convaincu qu'en Occitanie, Valérie Pécresse soit portée par les foules, Non, mais ni je en pense pas PACA. qu'elle soit connue, hein. Je pense que d'ailleurs le nom Valérie Pécresse n'évoque pas grand-chose, par contre, tu Ouais. parlais justement de cet électorat. Tu parlais de Xavier Bertrand qui peut à la fois ponctionner, Mmh. un électorat, Macron et je pense qu'il effraie beaucoup Macron, pour le coup, Oui. et d'une autre part, Et il, peut, l'électorat un et il petit peut peu également, et LR. il peut également effrayer le camp national en portant des thématiques de sécurité d'immigration. Donc il faut être au clair. Hein. Là Il faut là que le là où camp patriote. je oui, alors là, pour le coup, là où je suis du coup, en désaccord, on va dire, Ah, pour enfin, défendre je défends un petit peu mon bout de gras et mon église, hein, donc voilà. ben, c'est très bien. Mais typiquement, pour avoir été membre des Républicains, je suis passé par les Républicains, en général, quand on discute C'est bien, avec, tu expies tes péchés ce soir, c'est très bien. voilà, je fais mea culpa, Et quelques coups d'ortie fraîche après, ça ira mieux, c'est tu vois. ça, normalement ça devrait le faire. Et typiquement, j'étais bon, bah, c'était lors des élections de 2017, avec, François Mmh. Fillon. Typiquement l'électorat, demande quand même sur le régalien, sur la sécurité, sur l'immigration, un message qui était, très, très proche, voire plus extrême, en tout cas plus dur que ce que pouvait proposer Marine Le Pen à l'époque. Finalement le seul problème, c'était le côté social évidemment, parce que Marine Le Pen avait un côté très, enfin en tout cas était, sous influence, on va dire, de Florent Philippot, même si je pense que, elle pense, exactement comme Philippot de toute manière. Et évidemment la question du Frexit dont je Mmh. parlais tout à l'heure, qui est un clivage, qui aujourd'hui je pense ne se pose plus vraiment, mais en tout cas qui a été un clivage en 2017. Avec la question du Brexit évidemment qui est encore d'actu. Oui. Mais l'électorat LR pour le coup, demande plus, sur la sécurité et tout ça, que ce que peut proposer ou ce que peut ne serait-ce qu'imaginer Xavier Bertrand. Je Ah pense oui, en non, tout mais ça, cas, heu et je pense non, que mais là-dessus, un candidat typiquement comme Éric Zemmour, ferait très bien cette union des droits typiquement dont on mmh. parlait tout à l'heure, qui est à la fois, bah, sur le sujet J'ai régalien et en même temps suffisamment libéral. Il est pas pour le Ouais. Frexit et il est pas non plus, pour le SMIC à 2 500 balles quoi donc Mmh. Alors, Jean, on est faussement en désaccord, hein. d'accord. Je disais juste que dans le spectre politique qui s'annonce pour les élections présidentielles, Mmh mh. je pense que si, Éric Zemmour, a envie de franchir le Rubicon et souhaite être candidat, Ouais, je pense que le candidat le plus sérieux qui sera face à lui ne sera pas pour moi Emmanuel Macron, mais OK. plutôt Xavier Bertrand. Voilà, c'est plus dans cet esprit-là que OK, ça j'avancerai. c'est une Voilà. analyse intéressante parce que du coup tu penses que Macron perd un peu de sa légitimité, à droite comme à gauche au final, qu'il se fait un peu ponctionner ses voix et qu'il est plus le candidat, finalement, du Bah, système pour moi, quoi. ouais, pour moi, il s'essore au fil des semaines. Sa majorité ne tient plus. On voit bien que sur pas mal de thèmes, il y a des députés qui sont en train de flancher. Combien de députés d'ailleurs a-t-il perdu depuis le début de sa mandature? Donc, Ouais, c'est vrai. il est au pouvoir, donc il peut être encore dangereux, mais je pense qu'avec un Éric Zemmour, s'il souhaite s'engager dans la campagne, pourra faire mal. Et Xavier Bertrand, je pense, va le taquiner aussi. Finalement, Xavier Bertrand pourrait peut-être être utile Oui. à Éric Zemmour parce qu'il va fragiliser Emmanuel Macron. Donc,
Voilà. C'est très bien comme ça. Et donc petite C'était dans cet esprit-là. oui, 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 je comprends bien. Du coup, petite, on va conclure avec cette question. On va un peu remonter finalement aux origines et en même temps revenir sur la fin. Ton engagement originel finalement, mis à part, bon, ton expérience d'élu, mais en tout cas, là où tu t'es peut-être le plus engagé, c'est en tant que gilet jaune. Et finalement, est-ce que tu penses que Éric Zemmour pourrait porter, comment dire? Les revendications pourraient finalement séduire, les gilets jaunes qui sont, je pense, majoritairement abstentionnistes. En tout cas, bon, il y en a beaucoup qui sont proches du Rassemblement national, mais évidemment, il y a une grande partie qui est abstentionniste. Est-ce que tu penses que Éric Zemmour est capable et dans la capacité de récupérer finalement cet électorat gilet jaune et de les séduire, de les faire sortir justement de ce, comment dire, puisqu'ils sont cloisonnés aujourd'hui, de les faire sortir et de les faire voter. Mmh. Alors, je vais être au clair, Jean, l'électorat gilet jaune, ça veut rien dire. Oui, non mais enfin, Et je veux pour dire, moi, il y il a y a une sociologie gilet jaune et là, non, non. Enfin, encore une fois, ce utiliser utiliser le mouvement des gilets jaunes de 2018, à des fins politiques mmh en 2022, pour moi, c'est se planter. Ce qu'il faut, c'est parler aux abstentionnistes et parler aux Français, quelle que soit la couleur de leur gilet. mh. Il y a des Français qui se sont sentis gilets jaunes parce qu'ils se sentaient matraqués fiscalement. Il y a des gilets jaunes qui se sentaient injustement représentés à l'Assemblée nationale. Et quand on voit le poids électoral que représente le Rassemblement national et la faiblesse du nombre de députés qu'ils ont dans l'hémicycle, on peut comprendre, et y compris finalement pour la France insoumise, hein, finalement, qui a fait quasiment, quand tu vois que Mélenchon a fait 17-18% au présidentiel et qu'il n'y a que quelques députés finalement à l'Assemblée nationale, c'est pas non plus entendable. Donc, il y a des Français, des Gilets jaunes, qui se sentaient sous-représentés démocratiquement. Donc, il y a une telle multitude de Gilets jaunes que dire Éric Zemmour pourrait être le candidat qui parle aux Gilets jaunes, pour moi, c'est une grosse connerie. En revanche, ce qu'il peut faire, ce qu'il pourrait faire, c'est de parler au cœur des Français et de continuer à dire la vérité comme il le fait. Et là, du coup, c'est pas une question de couleur de gilet, c'est pas une question de lieu de vie, c'est pas une question de classe sociale. On peut être classe moyenne, classe populaire. À partir du moment où il dit les choses vraies et qu'il s'engage euh, à tenir les promesses ou les engagements qu'il va porter sur un programme et qu'on sent chez lui cette sincérité, d'une part, et d'autre part, si il tient, tout en étant une main de fer dans un gant de velours, un discours de vérité et d'humilité et de ne pas avoir de condescendance vis-à-vis de la population, Mmh. il n'aura pas besoin de se dire: «Moi, je récupère l'électorat des gilets jaunes». Parce que ça, c'est pour moi, c'est véritablement se planter. Il faut qu'il parle aux Français, de OK. façon générale. OK, bah, merci pour cette Voilà, analyse en tout cas je t'en prie. et puis, ben, on va terminer là-dessus. Merci, d'avoir, accepté cet entretien. Je Ben, pense merci à que toi, voilà, merci à vous ça a été tous. particulièrement intéressant. Pour, ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, évidemment, il y aura un replay, sur, la chaîne YouTube de Génération Zemmour. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux et à suivre évidemment Benjamin Cauchy, sur Twitter. Je crois que tu es assez actif sur Twitter. Peut-être un Voilà, peu trop, faut que je me Pe soigne, mais bon. peut-être un peu trop, Heu on en est tous là, on en est tous là, ça arrive, Ouais, et et puis sur les grandes gueules au mois d'août, voilà, voilà. et puis à la rentrée de Ah, septembre et même au mois puis, d'août, ah bah oui, quand on aime, on compte pas et on on ne travaille, compte quoi, et pas, voilà, donc les vacances même seront l'été. courtes. OK, très bien et ben, en tout cas, on te souhaite de bonnes vacances et puis, rejoignez-nous sur les réseaux, le Discord, TikTok, Facebook, générationzemmour.fr et évidemment le compte Twitter et on vous souhaite une très bonne soirée à tous Et juste un et petit truc, merci. Jean, Oui, je t'interromps, vas-y, mais vas-y, juste, y a pas de souci. ouais, juste un truc, enfin, je voulais quand même vous féliciter, Génération Z, parce que, bah, je vous trouve plein de courage. Je vous trouve courageuse et courageux, parce que j'ai compris qu'il y avait des Et très femmes et inclusif. voilà, vous êtes très courageux, vous avez l'air d'être, je ne sais pas si vous êtes organisé, mais en tout cas, ça a l'air. Vous avez l'air d'être, mobilisés sur le terrain. J'en ai rencontré quelques-uns, je vous trouve plutôt sympa. Vous représentez toutes les classes
toutes les classes de la population. Il y a des gens qui galèrent et il y a des gens qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Il y a de tout et je vous trouve, vraiment péchu et vous savez utiliser les réseaux sociaux. Donc je ne sais pas ce que Zemmour fera, mais en tout cas, Génération Z, a tout le mérite d'exister. Donc bravo, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Ben, on termine sur une Voilà, note positive. Merci à toi voilà. Benjamin et bonne Bonne soirée à soirée à vous tous. en tout cas. Au revoir. Au revoir.